Voici un nouveau podcast qui parle de la mobilité internationale et qui va rejoindre la galerie des 2000 interviews disponibles sur françaisdanslemonde.fr. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Ségolène Derlincourt et direction la Zambie. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Un nom de famille du nord de la France, je devrais être meilleur que ça, logiquement. Bonjour Ségolène. Bonjour Gauthier. Content de faire ta connaissance. On va échanger, toi tu es en Afrique australe. On a la même fuseau horaire avec la France en ce moment. Oui, tout à fait. En été en tout cas. On va revenir sur ton parcours et sur ta vie sur place. Faut dire que donc tu es originaire de Saint-Paul, Ardelot, pour une station balnéaire que tout le monde connaît. Tu fais tes études à Arras, puis école de commerce à Lille. Mais tes parents ont vite cultivé le goût du voyage. Toi et tes sœurs, aujourd'hui, vous vivez tous dans un pays différent, ce qui n'est pas pratique pour les réunions de famille. Il faut s'organiser beaucoup à l'avance et puis planifier les vacances familiales 6 mois au moins en avance pour s'assurer que tout le monde se retrouve au même endroit. Et tes sœurs sont où dans le monde du coup ? Alors j'en ai une en Angleterre, une en Allemagne et en fait il y en a une qui est en France quand même, qui a décidé de rester. Alors, tu vas faire un Erasmus en Angleterre, évidemment. Tu te dis que si tu aimes voyager, il va falloir que tu maîtrises l'anglais. Et puis, après les études, tu trouves une entreprise, une PME du Nord, qui te propose un VIE en Thaïlande. L'Asie, c'était un target ? Pas du tout, ça a été un hasard. Je me suis laissée porter par les opportunités. Et donc, quand on m'a dit la Thaïlande, j'ai dit pourquoi pas, je ne suis jamais allée en Asie et on y va. Et je suis allée vendre de la broderie du Nord dans tous les pays d'Asie pour faire des sous-vêtements. Alors, ça dure 2 ans, un VIE, mais tu veux rester sur place. Résultat, ensuite, tu enchaînes des jobs locaux et tu y restes pendant 6 ans et demi. Mais après avoir le sentiment d'avoir fait le tour, tu vas décoller en 2009 pour Kaboul, direction l'Afghanistan. On est en période post-guerre, le pays se reconstruit et tu participes à cette reconstruction. C'est ça. J'ai aidé à la création d'une entreprise qui offrait des services de conseil en réglementation locale et en sous-traitance de masse salariale dans les secteurs de l'ingénierie et de la sécurité. Et donc, j'y suis restée pendant 2 ans. Mais ensuite, le pays redevient instable, tu as un peu peur, on peut le comprendre. Donc tu décides de partir cette fois à Haïti. On est en 2011, on est juste 1 an après un tremblement de terre terrible qui a tué 250 000 personnes sur l'île. Et là, tu vas vivre Haïti First, une entreprise canadienne qui aide à la reconstruction. Voilà, c'est ça. Donc, nous encouragions toutes les organisations internationales qui œuvraient à la reconstruction du pays à donner la priorité à l'achat de biens et de services locaux. Et nous formions donc ces entreprises qui étaient pour la plupart informelles à devenir formelles, donc à payer des impôts et à s'enregistrer auprès du ministère du Commerce haïtien et à se former donc aux normes internationales d'approvisionnement. Ça devait être assez passionnant de voir du coup ce pays se reconstruire, renaître de ses cendres. Alors, c'était très intéressant dans le sens où il y avait vraiment un élan de solidarité entre les Haïtiens, les entreprises et ONG internationales. Et c'est vrai que pendant quelques années, tout cela nous a porté vers l'avant. Malheureusement, l'instabilité sociale et politique est revenue. Alors, chers auditeurs, de temps en temps, Ségolène cherche ses mots parce qu'elle parle en anglais toute la journée, qu'elle aujourd'hui retrouve son français pour l'interview sur la radio des Français dans le monde. Mais c'est un exercice intellectuel de se remettre au français. Mais finalement, assez. En fait, je parle un franglais très courant, mais mon français est devenu beaucoup plus hésitant maintenant. Non, mais c'est très très bien, je te rassure. Alors justement, en parlant de trouver ta voie, tu vas la trouver quelques temps plus tard en rentrant dans une entreprise américaine qui bosse dans la santé publique et l'approvisionnement de médicaments financés par des fonds américains dans plus de 30 pays. Tu bosses avec les ministères de la santé locaux. Et là, tu te dis, quand je me réveille le matin, je sais pourquoi je vais travailler. Je sais aussi, je suis comme toi, j'ai le même avantage, ça change tout, hein.
Ça change absolument tout. De se dire que le petit travail qu'on va faire à notre niveau finalement va bénéficier à plusieurs centaines de milliers de gens, à faire baisser le taux de prévalence du sida dans les pays dans lesquels on travaille, à protéger les familles qui vont recevoir des moustiquaires qu'on achète et qu'on importe dans les pays, et aussi à assurer la sécurité des médicaments dans ces pays. Alors, après avoir été pendant 8 ans et demi sur Haïti, tu pars en Zambie depuis 2019. Toi et la petite famille, vous avez posé vos bagages là-bas. Les enfants sont nés en Haïti, mais grandissent en Zambie. Nous voilà en Afrique australe. Alors la Zambie, je vais pas te cacher, je suis pas un spécialiste. Qu'est-ce que tu peux me dire en quelques mots pour présenter le pays, sa capitale ? Alors, la capitale Lusaka, c'est comme un grand village, c'est très vert, c'est très africain, dans le sens où on voit des gens en tenue traditionnelle qui portent leur panier sur la tête. Je me réveille tous les jours, j'ai l'impression, et à juste titre, de ne pas être chez moi. Et finalement, ça aussi, c'est un plus que je recherchais dans toutes mes expatriations. Et puis, on prend la voiture et en 30 minutes, on se retrouve dans la savane, et 4 heures de temps, on retrouve des parcs nationaux extraordinaire. Donc c'est un dépaysement quotidien. Alors d'ailleurs, là-bas, le roi n'est pas l'homme, le roi c'est plutôt le lion et les autres animaux. Tu m'as dit, là-bas, faut un petit peu faire gaffe quand même. C'est un petit warning pour ceux qui veulent vivre là-bas. Les animaux sont rois. Les animaux sont rois, ils sont partout. Alors bien sûr, on ne trouve pas de lions ou de prédateurs comme cela à Lusaka, mais bon, on a pas mal de serpents, ça j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure. Donc on retrouve régulièrement des cobras et d'autres serpents assez venimeux dans nos jardins. Donc ça, il faut faire attention. Mais sinon, c'est vrai que dans le bush, par contre, clairement, on peut rencontrer des lions, des éléphants, des hippopotames. Voilà, alors, tous ces animaux sont autour de vous. Il y a des chiens qui ont des noms bizarres, tu m'as dit quoi ? Le nom des chiens ? Des licaons, des chiens sauvages. Bon. Paradoxalement, on ne le sait pas toujours, mais le plus dangereux de tous, c'est l'hippopotame. Tout à fait. Ils sont très territoriaux et capricieux, assez imprévisibles. Et dès qu'on se retrouve près d'une rivière, il faut faire extrêmement attention à ces animaux parce que de toute façon, on ne pourra pas les battre à la course, que ce soit sur terre ou à la nage. Donc, il faut faire extrêmement attention à ces animaux-là. Et un mot sur la technologie. Alors souvent, quand on est en Afrique australe, on sait qu'on a des petits soucis d'électricité. Tu confirmes, il y a un barrage hydroélectrique qui manque d'eau et vous manquez donc d'électricité. Oui, il faut savoir planifier sa vie autour de ces coupures d'électricité. Donc, dès qu'on a un petit peu d'électricité, on lance une machine à laver, on fait le plein d'eau, on a ce qu'on appelle des châteaux d'eau. Donc, on utilise une pompe pour faire monter l'eau sur des grands pilotis. Et une fois que l'électricité n'est plus là, l'eau, finalement, avec la loi de la pesanteur, va descendre et alimenter la maison. Et tu vis dans une maison traditionnelle ? Pas vraiment, non. Je vis quand même dans une belle maison en dur donc on a des conditions de vie qui sont très très agréables. La vie, justement, tu me disais, très agréable. Les gens sont extrêmement gentils. Les enfants ont plutôt grandi en Zambie aujourd'hui. C'est le quotidien, la relation avec les locaux, tout ça est très au top. Elle est très agréable, cette relation, que ce soit au travail ou bien dans la vie de tous les jours. Les gens sont finalement très gentils avec nous. Je veux dire, il y a une paix sociale. On vit dans un voisinage où il y a aussi bien des musulmans que des hindous, que des chrétiens, et tout le monde vit vraiment en bonne harmonie. C'est très agréable. Justement, la France et l'Afrique, c'est pas toujours le grand amour, notamment ces dernières années. Est-ce que le fait d'être français est un avantage ou pas en Zambie ? Alors oui, je dirais que c'est un avantage parce que les gens sont curieux de connaître la culture française. La Zambie a été, elle, colonisée par les Anglais. Donc il n'y a pas ce désamour entre les Français et les Zambiens. Il y a une toute petite communauté de 200 personnes françaises en Zambie. Donc c'est vrai qu'on a tendance à se retrouver ensemble pour partager, comme dans tous les pays d'expatriation, un bon vin, un bon saucisson.
Et voilà, c'est assez agréable de pouvoir parler un peu français de temps en temps. J'imagine. C'était d'ailleurs ma prochaine question. On allait parler gastronomie. Les goûts de la France, les odeurs de ta France natale te manquent parfois ? Tout à fait. Donc, on a toujours une valise quand on rentre en France qui est réservée au fromage et aux saucissons pour que on puisse ramener des produits de France en Zambie. Et puis après, ce sont des dîners extraordinaires qui sont organisés avec d'autres expatriés, qu'ils soient français ou d'ailleurs de toute façon. Hein. Vous vous réunissez un peu entre expats français sur place ? Oui. Alors, on a une alliance française qui est très dynamique. Et puis, on a aussi le lycée français. On a un tout petit lycée français. Il y a une centaine d'élèves. Et d'ailleurs, les enfants, c'est là qu'ils vont à l'école. Et en fait, ce sont un peu les seuls Français dans leur classe, mais ils sont avec des camarades qui sont francophones, c'est-à-dire qui viennent de Mauritanie, du Sénégal, de Côte d'Ivoire. Et ça fait vraiment un melting pot qui est très intéressant, et pour eux, et pour nous, pour l'enrichissement culturel. Finalement, Ségolène, tu as quitté la France juste après tes études. Finalement, elle n'est pas revenue sur ton chemin depuis. C'est en expatriation que tu vois la suite ? Alors, pour les 10 à 15 prochaines années, pourquoi pas ? Ça fait 20 ans maintenant que je suis expatriée. Je ne me vois pas rentrer en France immédiatement, mais c'est vrai qu'en vieillissant, je commence à me dire que finalement, la France, je ne connais pas tant que ça, et que ça pourrait être un joli terrain de découverte quand j'aurai fini ma carrière et que j'aurai envie de me reposer et de continuer à découvrir le monde, mais finalement... dans ton plus propre proche, pays. plus bien. Oui, tout à fait. En tout cas, tu as fait tes études à Lille, donc tu dois connaître les bars de Lille qui sont pas très loin de mes studios. Donc si je t'emmène là-bas, c'est sans doute des lieux que tu auras déjà fréquentés étudiante. Si on va au Macumba, par exemple, tout à fait. C'est la dernière discothèque Macumba en France, elle est en effet dans la métropole lilloise. Ségolène, merci beaucoup pour cet échange. Je voudrais saluer mon frère qui nous a mis en relation. Et au passage, j'embrasse toute ma famille qui n'écoute pas assez régulièrement la radio des Français dans le monde, mais c'est pas grave, il y aura une discussion lors de la prochaine réunion de famille. Et cette interview, je suis sûr que pour le coup, Christophe va l'écouter. Merci, je te souhaite une belle journée. Il y a eu de l'internet pendant les 10 minutes d'interview. Alléluia. Super. Au plaisir de te retrouver. Merci Gauthier.